RCF. De la philo sur RCF avec Philippe Boulier qui par ailleurs anime la chaîne YouTube Kailos, K-H-E-I-L-O-S. En 2-3 mots, Philippe, cette chaîne, c'est de la philo aussi ? C'est de la philo, c'est de l'histoire culturelle, c'est de la réflexion sur des sujets d'actualité et puis des thèmes plus intemporels, je dirais, qui nous concernent tous, comme le bonheur, la justice qu'on va aborder aujourd'hui par exemple. À découvrir donc la chaîne YouTube Kailos. Et Philippe est en compagnie d'Eva de Bon-Lacroix et de Lucas Nambeau. Et comme vous l'avez dit Philippe, la question cette semaine, qu'est-ce que la justice ? Bonjour Eva, bonjour Lucas, merci de m'assister dans cette réflexion. Quelques mots en préambule sur la justice et sur ce thème, cette question, qu'est-ce que la justice ? Alors, qu'est-ce que c'est une question qui porte sur la définition, sur la nature, sur l'essence de la justice ? Qu'est-ce que c'est aussi une question qui demande de qualifier ce qu'est la justice ? C'est une notion, bien sûr, c'est un idéal, c'est une valeur, c'est peut-être aussi une nécessité pour une société que de reposer sur une notion de justice, de légitimité. Peut-être aussi que la justice, c'est un leurre, c'est une illusion. Certains philosophes ont défendu cette idée. Quelques distinctions au sujet de la justice. Il y a la justice qu'on appelle distributive. Comme son nom l'indique, il s'agit de réfléchir à la façon de distribuer ou de répartir un bien, un ensemble de gains, de richesses qui sont produites en commun par une société ou par un groupe. Il y a la justice qu'on connaît bien, qui est la justice punitive ou rétributive. Il s'agit soit de récompenser des mérites, soit de punir des fautes. Il y a aussi la justice sociale. Alors la justice sociale, c'est une partie de la justice distributive. Elle concerne la répartition des biens et des richesses, mais elle comporte cette notion de compensation des inégalités structurelles d'une société, cette notion de correction des injustices. Il y a la justice institutionnelle, c'est ce qu'on appelle la loi, les juridictions, les magistratures. Il y a, je l'ai dit, la justice comme idéal. Il y a aussi une notion peut-être plus large de la justice cosmique, la justice divine. Est-ce que l'univers est juste ou injuste ? Est-ce qu'il y a un Dieu transcendant ou bien est-ce que l'univers de façon immanente suit un principe d'harmonie et de justice ? Et il y a enfin, de façon plus contemporaine, l'idée de justice au sens de faire ce qui est juste pour nous, faire ce qui est adéquat à nos valeurs, à notre tempérament personnel. Ma première question pour vous est la suivante. Quels sont les symboles de la justice dans la France contemporaine, dans nos sociétés européennes et en particulier en France ? Et qu'est-ce que ces symboles vous évoquent ? Alors de mon côté, ce qui me vient, c'est surtout la balance. Et oui, mais alors cette balance, est-ce que ça vous semble un symbole pertinent de justice ? Qu'est-ce que ça vous évoque, sachant que dans la représentation courante de la justice, la déesse de la justice, Thémis, tient dans ses mains une balance qui souvent penche d'un côté plutôt que de l'autre. Pour moi, la balance, ça évoque effectivement l'équilibre, mais aussi, effectivement, pour prendre une décision, ça va être ce qui va pencher dans la balance. Donc, prendre le poids de chaque argument, de tous les faits, et de voir effectivement ce qui penche le plus en faveur de l'un ou de l'autre. Mais pour revenir à l'idée d'équilibre, il y a de l'injustice dans l'équilibre, ou du moins, vous avez parlé tout à l'heure de la justice distributive. Ça permet à chacun d'avoir un revenu minimum, d'assurer les besoins de subsistance primaires. Mais au-delà de ça, il y a le prisme de la méritocratie, où celui qui fournit le plus d'efforts doit recevoir le plus de bénéfices, bien évidemment. C'est une logique très capitalistique, mais du coup, il y a de l'injustice dans la justice. Donc cette idée de balance, pour moi, est un petit peu faussée. On sait que les Égyptiens, d'ailleurs, leur dieu égyptien qui les accueille au niveau de leur sorte de paradis à eux, utilisent justement une balance pour peser leur cœur. Et il faut que le cœur fasse le même poids qu'une plume pour avoir le droit d'entrer au champ de roseaux, il me semble. Et on voit bien tout l'enjeu de cette balance. Des fois, on cherche à avoir la balance sur des choses, mais sur des choses qui n'ont pas forcément de rapport et qui sont un petit peu aussi détachées de la réalité. Par exemple, le cœur qui est censé être plus lourd qu'une plume doit atteindre le poids de cette plume. C'est vrai qu'on rapproche la balance à la justice, mais est-ce qu'on ne confond pas avec équité ?
Alors c'est une bonne question, il y a beaucoup de choses là dans ce qui vient d'être évoqué. C'est vrai que la balance, c'est aussi un symbole, je dirais, d'un jugement métaphysique, d'un jugement des dieux sur la vie, l'existence qui a été parcourue par l'individu. Et c'est un jugement sur sa personne, sur son âme. Cette question de l'équité, elle est intéressante par rapport à la balance, puisque la balance, normalement, elle concerne des poids qui ont, je dirais, une quantité absolue. Et si elle est en équilibre, c'est parce que ces deux quantités sont égales. Donc la balance, elle renvoie à l'égalité, puisque vous parliez d'égalité, Lucas. Mais en même temps, cette égalité, elle ne peut pas être strictement, je dirais, arithmétique ou celle de deux poids absolus. Puisque, comme vous le disiez, Lucas, si quelqu'un produit plus de travail ou a plus de mérite, cette personne doit recevoir plus que l'autre. Et donc on tombe dans un principe qu'on appelle la proportionnalité. L'égalité proportionnelle, alors c'est un principe mathématique qui est que quand on prend deux rapports, A sur B égale C sur D. C'est-à-dire, admettons que A soit une quantité de travail et que B soit sa rétribution. Il faut que si, par exemple, C est une quantité de travail qui est plus grande, la rétribution aussi, D, qui est le soustracteur, soit en proportion de cette quantité de travail et que les deux rapports soient égaux. Ça veut dire que la justice, ce n'est pas qu'une égalité stricte, c'est une égalité proportionnelle, ce qui nous renvoie au domaine des mathématiques. Ça veut dire que c'est une juste proportion. On est dans le domaine de la proportionnalité, c'est-à-dire dans le domaine de l'équivalence. Oui, Lucas ? C'est la notion même de l'équité, justement. C'est l'idée qu'on va donner à l'autre ce qui lui manque le plus pour être du moins dans la moyenne. Par exemple, il y a une image assez courante sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui fait 2 mètres, qui est cachée derrière, enfin qui voit du coup derrière une haie un match de foot. Et à côté de lui, il y a une personne plus petite. Et la question est est-ce qu'on donne un piédestal à chacun pour qu'il puisse voir correctement le match, ou est-ce qu'on le donne juste à la personne qui est trop petite pour qu'il puisse la voir? Et là, dans ce cas-là, on n'est pas dans l'égalité, on tombe dans l'équité. Donner à la personne qui en a le plus besoin le moyen, entre guillemets, de voir le match. Alors oui, effectivement, là aussi, vous évoquez beaucoup de choses, parce que vous évoquez l'aspect correctif, de compensation, d'une inégalité de départ qui n'est pas méritée, peut-être. Et ça, c'est la dimension que j'avais évoquée par la justice sociale. Donc, la justice, c'est une notion ambiguë. Et justement, la prochaine question que je vais vous poser concerne cette ambiguïté, parce qu'elle concerne à la fois l'égalité des droits, l'égalité de traitement, la balance dont parlait Eva tout à l'heure. Elle concerne l'égalité proportionnelle, donc l'équivalence. Mais elle suppose aussi parfois des correctifs d'une situation. Donc égalité, équivalence, proportionnalité, équité, il y a tout de même, je dirais, une autre notion qu'on peut associer à la justice, qui est la notion d'identité. Identité entre le crime et le châtiment, entre le délit et la peine. Vous me voyez peut-être venir, c'est le fameux proverbe, la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Je vous lis l'extrait tiré de la Bible, de l'Ancien Testament, de la Torah. C'est dans le Lévitique, chapitre 24, versets 19 à 22, je ne vous lis pas la totalité. On parle de quelqu'un, s'il fait périr un animal, il le paiera corps pour corps, et si quelqu'un fait une blessure à son prochain, comme il a agi lui-même, on agira à son égard, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, selon la lésion qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. Est-ce que ça vous parle ? Œil pour œil, dent pour dent. Personnellement, je suis pas adepte de cette théorie pour la simple et bonne raison que c'est pas parce que quelqu'un se comporte mal, c'est pas parce que quelqu'un a fait une mauvaise action que forcément faut se mettre à la hauteur de sa mauvaise action. C'est-à-dire que punir un criminel parce qu'il a tué quelqu'un en le tuant, c'est tout le paradoxe justement autour de la peine de mort, et le fabuleux combat de Robert Badinter là-dessus. D'ailleurs, très belle récompense d'entrer au Panthéon. C'est l'idée qu'on ne peut pas se permettre de faire le même crime ou le même mal qu'une personne a fait. Est-ce que, Eva, vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous considérez que la justice, c'est dans l'idéal faire subir au coupable ce qu'il a fait à sa victime ? Ou bien est-ce que vous considérez que
un peu comme le dit Lucas, la justice ne peut pas se permettre, ou ne doit pas se permettre, d'infliger au coupable ce qu'il a fait à la victime. Alors j'aurais peut-être une réponse plus nuancée, c'est justement parce que la justice ne peut pas se permettre de donner l'équivalence de ce qui a pu être infligé, qu'elle est obligée d'avoir recours à un système effectivement de compensation ou de réparation par rapport au préjudice subi. Parce que sinon, en fait, c'est, je pense, pour éviter un petit peu un cercle vicieux de, je sais pas, il m'a coupé la main, je vais lui couper la main, du coup derrière il va vouloir couper le bras, du coup on va recouper le bras et entrer un peu dans un cycle de vengeance qui n'en finit jamais. L'idée aussi pour moi de la justice, c'est de mettre un terme au conflit, enfin au comment dire... au préjudice qu'il y a eu et d'éviter qu'il y ait vengeance derrière. Donc elle est censée compenser à la fois le préjudice subi et à la fois éviter qu'il n'y ait représailles à la suite de cet acte de justice. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on laisse écouler beaucoup de temps, parfois avant un procès ou quoi. Bon, il y a aussi également le retard pris par la justice, mais c'est parfois aussi pour permettre aux personnes concernées de prendre du recul et peut-être du coup de pouvoir aussi calmer un petit peu le jeu. Donc je dirais qu'il y a aussi ces aspects-là à prendre en compte. Probablement aussi, j'y vois là la notion de tiers. La justice est là en tierce personne. Probablement que s'il n'y avait que deux personnes, les deux personnes concernées, ça se passerait beaucoup plus mal. Tout à fait. La différence entre la vengeance et la justice, c'est l'introduction de l'arbitre, du tiers. Arbitror en latin, ça veut dire « je juge ». Et c'est supposément ce recours à un tiers qui permet de ne pas être dans le cycle perpétuel de la violence qui est la vendetta. Et cette vendetta, cette vengeance, elle s'est poursuivie très longtemps entre les familles, entre les clans, même au sein de l'Occident chrétien, pourtant acquis une certaine idée de justice. Je prends un exemple très célèbre. Dante Alighieri, le célèbre Dante, auteur de la Divine Comédie, malgré son christianisme tout à fait sincère, avait connu dans sa famille un délit ou un crime et considérait tout à fait normal que sa famille se venge. Donc cette notion de justice comme coup d'arrêt à la violence et à la vengeance, elle suppose, comme vous le disiez, l'introduction d'un arbitre, d'un tiers et d'un délai. En justice, on parle d'ailleurs d'obtenir réparation pour les crimes commis, les délits commis. L'idée, c'est pas de sanctionner la personne, l'idée, c'est de réparer ou de tenter de réparer tant la personne qui a subi le mal ou les proches qui l'ont subi en cas de crime, que aussi de tenter, c'est tout l'enjeu aujourd'hui d'ailleurs des prisons françaises et du système de justice français, c'est de tenter au mieux de réinsérer la personne qui a fait le mal. Le problème c'est que, notamment pour reprendre l'exemple de la peine de mort, pour une peine de mort, il n'y a pas réparation, on est dans de la vengeance pure et dure, on est dans l'œil pour œil, dent pour dent. Et pour moi, la justice, c'est pas ça. La justice, c'est aussi, dans une certaine mesure, le pardon. Certes, il doit y avoir des sanctions pour des crimes et délits, mais à la juste mesure, entre guillemets, du délit et du crime qui a été commis, tout en gardant l'idée que la violence doit cesser à partir du moment où le jugement est rendu. Et du coup, obtenir réparation. Tout à fait, il y a cette notion effectivement de réparation, mais alors on tombe dans un problème qui est que la justice, j'en ai donné une définition mathématique, proportionnalité, équivalence, égalité de rapport entre les crimes, les infractions et de l'autre côté les peines, les châtiments. C'est une notion mathématique, mais elle s'applique à des choses qui ne sont pas mathématiques ou qui ne sont pas quantitatives. Perdre un œil. Je reprends cet exemple évidemment parce qu'il est tiré de la loi du talion. Quelle réparation pour quelque chose d'irréparable, comme un œil? Comment on fixe la réparation? Est-ce qu'il y a une réparation, je dirais, acceptable? Et si oui, quelle est-elle? Est-ce que Philippe, vous savez qui décide justement pour le cas de la France? Dans ces questions de réparation, vous voulez dire pécuniaire? Bien, vous posez une question qui est une colle. Je me suis pas plongé de. Je pense que c'est le juge appuyé, j'imagine, sur une jurisprudence. Il doit y avoir, là je parle vraiment par hypothèse parce que je me suis pas plongé dans les jugements rendus, une prise en considération évidemment des capacités financières de la personne.
de fait, ou de capacité effectivement du fait que la personne est assurée ou pas, puisque à un moment, si on doit fixer une réparation, quelqu'un doit payer. Donc il faut bien que quelqu'un soit solvable, et c'est ça aussi le problème. Il y a le premier problème, c'est quelle réparation pour quelque chose d'irréparable, et deux, c'est-à-dire quel montant, et deux, qui va payer. Et là, c'est la question de la responsabilité, de l'acte délibéré ou non délibéré, de la question des assurances ou pas. Ça, j'imagine qu'il y a des débats féroces sur ce sujet. Mais on voit bien que la justice, elle implique parfois de se trouver quitte à la fin d'un jugement avec une réparation qui pourtant ne répare pas totalement le mal qui a été commis. Je pense que cette vision-là, c'est se tromper sur la justice. C'est vrai que pour moi, la justice, c'est pas l'équivalence. La justice sociale, c'est l'équivalence. La justice en tant que telle, autour des lois, autour de la punition, du châtiment, ça doit pas être l'équivalence. Ça doit être l'idée de voir la meilleure partie, même du criminel. C'est d'ailleurs pour ça que toute personne a le droit à un avocat. C'est que toute personne a le droit de se défendre, et toute personne n'est pas à 100% mauvaise. Il y a toujours une influence sociale, il y a toujours une influence de l'éducation, etc. Des faits marquants, des faits psychologiques, médicaux, qui sont d'ailleurs considérés comme des circonstances atténuantes. Si jamais le pire crime de tous les temps, c'est-à-dire le crime contre l'humanité bien évidemment, mais le crime classique où on tue quelqu'un, ça n'a aucun sens justement d'apporter des circonstances atténuantes si jamais la justice était l'équité et payer œil pour œil, dent pour dent. C'est pour ça que la justice aujourd'hui, elle se base justement sur des circonstances atténuantes, essayer de voir, entre guillemets, l'ampleur de la tâche pour la réparation, je pense. Oui, tout à fait. Cette question de l'amélioration ou de la correction de la personne jugée coupable, elle est importante. Elle renvoie à la question de l'utilité sociale de la peine, puisqu'à un moment, si la personne est, si j'ose dire, réinjectée dans le corps social, il faut bien qu'elle ait été corrigée, amendée d'une certaine façon. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette idée d'équivalence mathématique de la justice, on trouve aux États-Unis des cumuls de peines qui parfois condamnent des individus à 150, 200, 250 ans parce qu'on considère qu'il faut additionner l'ensemble des délits commis et leur trouver une équivalence en termes de temps d'incarcération. Je termine juste sur les symboles de la justice, avant de vous laisser la parole, Eva, parce que je sais que vous avez une question. On n'a pas mentionné le glaive, le glaive de la justice qui suppose que la justice puisse trancher les conflits, justement on en parlait, et qui renvoie à la notion de décision exécutoire, le fait que les décisions de justice s'appliquent. On n'a pas parlé des yeux bandés de cette déesse Thémis qui suppose l'impartialité, de ne pas regarder les particularités des personnes qui sont soumises à la décision de justice. Il y a des symboles plus anciens qui peuvent faire sourire. Au temps des rois, il y avait le genou dénudé. Alors pourquoi ? Parce que le genou, c'est le symbole de la piété, de l'humilité. On s'agenouille devant Dieu. Et de la part d'un puissant, c'était le signe de la bienveillance, de la magnanimité que de montrer, par exemple, dans une peinture, son genou dénudé. Il y a aussi l'arbre célèbre, l'arbre de Saint-Louis, qui fait le lien entre la terre et le ciel. Alors Eva, oui. Oui, je voulais rebondir sur la question de l'impartialité. C'est vrai que du coup, on part du principe que dans les jugements qui vont être rendus, il y aura cette notion d'impartialité. Et finalement, je me posais la question, que faire quand on a un doute sur cette impartialité ? Est-ce que l'être humain, de par son histoire, sa nature, son évolution, ne devient pas partial ? Et donc, comment faire, puisque la justice est un idéal qui doit être impartial et qu'elle doit être rendue par des êtres humains qui sont partials, dans ces cas-là, comment faire en sorte d'avoir une garantie que la justice, du coup, opérée dans n'importe quel pays est impartiale ? C'est une vaste question. Il y a eu un célèbre débat ouvert au XVIIIe siècle, notamment par Cesare Beccaria, qui est un célèbre légiste, penseur du XVIIIe, dans un livre qui s'appelle « Des délits et des peines », qui est apparu en 1764. Et Beccaria disait finalement le juge doit être simplement la bouche de la loi, ne pas interpréter la loi. Parce que s'il l'interprète, il y a toujours la question de l'arbitraire, ses préférences,
on dirait son idéologie, sa sensibilité personnelle, ses goûts, son éducation. Mais on sait très bien que la thèse de Beccaria n'est pas possible. Le juge doit interpréter non seulement la loi, mais aussi les faits, puisqu'il doit les qualifier. Donc à un moment, il doit interpréter ce qui s'est passé pour qualifier les faits, et ensuite interpréter le droit pour l'appliquer. Et là, effectivement, il y a toujours la possibilité d'une part d'arbitraire, de décision personnelle, même si l'éthique du juge, l'éthique professionnelle, suppose d'être impartial, mais il y a l'esprit du temps, il y a l'idéologie, comme il y a les croyances. Un juge du début du XXIe siècle n'a pas la même mentalité qu'un juge de la fin du XIXe siècle. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Donc, si on n'est pas en phase avec peut-être l'esprit qui prévaut au sein des cours de justice, on peut avoir l'impression d'avoir été jugé non pas simplement par le droit, mais par des êtres humains, des hommes qui partagent des croyances qui ne sont pas les vôtres. C'est aussi possible. Alors j'ai une question concernant un aspect de la justice qu'on n'a peut-être pas encore traité, qui est l'aspect de la distribution des gains, des richesses, du pouvoir, des avantages au sein d'une société ou d'une entreprise privée. Quel est le meilleur critère de justice dans la répartition d'un gain, d'une richesse produite en commun par un ensemble d'acteurs qui ont différentes fonctions au sein soit du corps social, soit de l'entreprise? Est-ce qu'on peut s'accorder sur des critères? Est-ce qu'il y a des critères qui pour vous doivent primer par rapport aux autres? Au niveau du partage du coup des ressources, je pense qu'il y a 2 critères importants, c'est l'effort donné et l'argent versé, parce qu'on est dans une société capitaliste, donc bien évidemment que l'argent c'est un petit peu le nerf de la guerre, pour reprendre la célèbre expression. C'est vrai que c'est un petit peu l'idée du revenu universel, l'idée d'avoir un revenu minimum plancher sous lequel il ne faut pas descendre pour justement subvenir aux besoins primaires, pour éviter la misère à outrance, et l'idée aussi que pour obtenir quelque chose on doit quand même participer dans une certaine mesure à l'activité soit de l'entreprise, soit de la société, l'effort du travail, etc. C'est d'ailleurs pour ça que les associations de plus en plus, l'État valorise de plus en plus l'action dans les associations, justement parce que par exemple les associations c'est pas forcément créateur de richesse, mais c'est créateur de richesse sociale et de liens sociaux. Donc c'est vrai que je pense que c'est les deux facteurs majoritaires, activité et misère entre guillemets, le facteur de la misère économique qui doivent être pris en compte. Donc le critère des besoins et le critère du travail fourni. Exactement. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, et que c'est pas parce que, je prends l'exemple de certains actionnaires français, c'est pas parce qu'on verse une somme d'argent que ça y est, on doit forcément avoir tous les bénéfices, hein. Il y a quand même une participation à avoir derrière ça, active à la vie de l'entreprise. Ça, c'est la question de la relation entre la rétribution du travail, la rétribution du capital. Mais Eva, est-ce que vous, au sein d'une entreprise, il y a des critères qui doivent primer sur d'autres, qui sont plus importants que d'autres à vos yeux? Pour moi, en fait, je pense qu'il existe une multitude de critères et qu'on est obligé de faire au cas par cas. Parce que je ne sais pas si on peut tout prendre en compte, en fait. Lucas, quand vous parliez du coup de l'activité fournie, du travail fourni, le problème, c'est est-ce que ce travail fourni, il est toujours quantifiable pour en fait les personnes dont le travail fourni dépend d'un autre facteur, je sais pas, qui peut être environnemental ou qui dépend d'une autre personne. Dans ces cas-là, comment juger quand cette personne-là, par exemple, n'a plus de charge de travail parce que ça dépend d'un autre facteur? Vous n'allez pas dans ces cas-là lui dire ce mois-ci je vous paye pas parce que vous n'avez pas fourni le travail qu'on attend d'habitude ou pas atteint les objectifs, si on pense à un commercial par exemple pour avoir sa prime. Donc c'est quelque chose, je trouve, qui est extrêmement difficile à juger et qui va vraiment être au cas par cas. Après, c'est pour ça que les entreprises peut-être jouent sur des critères tels que l'expérience, l'ancienneté dans le poste. Enfin, je pense que tout le monde essaie effectivement de chercher des critères objectifs, le plus possible, parce que suivant certains critères, ils sont dépendants de tellement d'autres facteurs que c'est super difficile de les mettre en avant plus qu'un autre. Et oui, mais pour un tel, toujours dans cette idée de justice ou d'équité.
Je parlais ici bien de l'actionnariat, pas du tout du travail de manière générale. Après, c'est vrai que pour comparer, pour rapporter ça au travail, l'idée du commerçant, par exemple, c'est une base salariale à laquelle on ajoute du coup des primes si jamais il a fait ses chiffres, si jamais il a vendu correctement, etc. Donc c'est vrai que c'est une idée, je pense, en termes d'équité et d'égalité, qui est plutôt correct, c'est-à-dire qu'on te donne un salaire de base qui te permet de subvenir à tes besoins primaires, mais à ce salaire on te rajoute des primes liées à ton activité et à ton effort au sein de l'activité. Il faudrait partir d'une sorte de rémunération minimale, et c'est à partir de ce seuil plancher, de cet étiage, de ce seuil minimal, qu'après on construirait la rémunération d'un individu. C'est comme ça que vous concevez les choses? D'un point de vue du coup de justice sociale, oui, c'est aussi tout à fait le principe du revenu universel, donner à tout le monde la même quantité pour subvenir aux besoins de base, et après son activité salariale à côté lui apporte la richesse entre guillemets qu'il mérite, ou la richesse qu'il produit au sein de son entreprise. Alors j'ajoute, juste avant de conclure, quelques critères qu'on n'a pas évoqués au sujet de la justice distributive. Il y a à chacun selon les risques encourus, à chacun selon la pénibilité du travail, selon la responsabilité assumée, le capital investi, vous l'avez mentionné, Lucas. Puis il y a la question des compétences aussi, il y a la question de la productivité, l'expérience, Eva, vous l'avez mentionné, donc ça fait un ensemble de critères. Il est parfois difficile de trouver un accord entre tous ces critères. Alors en conclusion, je dirais un paradoxe, et puis aussi une réflexion existentielle. Le paradoxe sur la justice, ou l'un des paradoxes, a été souligné par John Locke, qui est un auteur du XVIIe siècle, dans son ouvrage célèbre « Essai sur l'entendement humain ». John Locke nous dit « Même les repères de brigands appliquent la justice, c'est-à-dire le respect des contrats. » Pourquoi ? Parce que toute société, même une société qui repose sur des gains mal acquis, doit, pour être fonctionnelle, respecter un ordre, une hiérarchie, une formule de répartition, afin d'être viable. Donc même les repères de brigands respectent la justice, c'est dire que c'est une valeur universelle, une nécessité sociale. Et puis un aspect existentiel de la justice qu'on trouve chez Platon dans la République. Platon nous dit « l'âme humaine comporte différents aspects, elle comporte 3 parties. La raison, le logos, le désir, épithumia, et le cœur, thumos. » Et alors thumos, c'est une notion qui renvoie à la fois au courage et à ce que l'être humain peut valoriser dans sa vie et ce qui peut lui faire endurer ce qui est contraire à son désir. Et Platon nous dit finalement, la justice, d'un point de vue existentiel, c'est l'harmonie de notre âme, l'harmonie entre ces différentes parties de notre âme, entre ce qu'on doit à la raison, au désir et ce qui est dévolu au cœur. Et cette harmonie intérieure, elle suppose aussi d'être en accord avec quelque chose qui nous dépasse, avec un idéal transcendant qui est la justice. Merci Philippe. Philippe Boulier qui anime ce rendez-vous bimensuel sur RCF autour de la philosophie. Cette question, qu'est-ce que la justice ? Je rappelle que Philippe Boulier anime par ailleurs la chaîne YouTube Kailos, où on y retrouve également des questions philosophiques, mais pas que. Et merci à Eva de Bon-Lacroix et Lucas Nambeau qui répondaient aux questions posées.